bonsoir. Merci pour votre présence. La conférence qui va suivre est donnée donc pour la première fois. Comme l'a dit Juliette, elle s'appuie pour l'essentiel sur un mémoire de Master 2 mis en livre sous le titre « Risque et alpinisme », donc édité chez Glénat en février 2016. Ce mémoire a repris en partie un premier mémoire sur la notion de risque réalisé en Master 1. Après cette première recherche qui n'a été qu'un survol, le deuxième mémoire a permis d'approfondir la notion et d'examiner de près sa réalité dans une activité particulière où il tient une place essentielle, donc l'alpinisme. Donc, je vous montre un petit peu le plan général de mon intervention de ce soir. Donc, on va partir du concept de risque, on va dégager des définitions, on va regarder ce que ça contient comme enjeu et problème. Après, on va parler du mot risque, sa présence dans le langage, comment elle est venue, son omniprésence même parfois, et puis à partir du risque technologique, et puis après on fera un dernier détour par l'alpinisme. Donc pour démarrer cette évocation du concept de risque, on doit commencer par une première exploration sémantique à partir des définitions que nous donnent les dictionnaires. Elles vont permettre de dégager donc un certain nombre de caractéristiques propres au risque et de problématiser le concept. Tout d'abord, l'étymologie qui est riche d'enseignements. La racine du mot resecum ou resicu renvoie à ce qui couvre. Donc la déclinaison de cette racine latine a donné en italien et en espagnol risco, qui signifie dès le XIIIe siècle l'écueil de mer, ce rocher coupant qui affleure à peine de la mer et sur lequel un bateau peut venir s'échouer. Le mot risque a donc été employé au départ pour désigner une chose pouvant entraîner une fortune de mer. Un danger difficile à prévoir et susceptible d'envoyer un bateau par le fond. Les définitions actuelles vont dans le même sens de ce à quoi renvoie cet ancien usage. Première définition. Danger éventuel, plus ou moins prévisible, inhérent à une situation ou à une activité. Cette première définition nous renseigne sur ce qui caractérise un risque et en quoi il s'adresse exclusivement à l'homme. D'abord parce qu'elle introduit la temporalité propre au risque et son irréalité présente. En tant qu'éventualité, le risque est d'abord perçu comme un événement contingent. Sa perception projette donc dans le futur, un futur menaçant dont la prévisibilité est partielle. Cette perception suppose donc une capacité psychique à naviguer mentalement dans le temps. Cette dernière caractéristique est, on le sait, une qualité proprement humaine. En effet, pour le meilleur et pour le pire, l'esprit humain est celui qui a conscience de l'écoulement du temps. Il garde en lui des traces émotionnelles du passé et il peut aussi se représenter dans un temps futur. Cette faculté de saisir le passage du temps le confronte aussi et surtout à sa propre fin, ce qui conditionne pour une grande part son rapport général au monde. Cette première définition précise aussi que le risque est rattaché à une activité ou une situation. Avec l'activité, on retrouve l'idée d'une projection de soi au travers d'une action intentionnée. Toute action suppose que l'on se heurte à tout ce qui compose la réalité environnante de l'action et qui est susceptible de l'entraver, voire de la stopper. Le risque est donc un de ces composants qu'il faut s'efforcer d'évaluer au mieux pour que l'action aboutisse. Pour finir sur cette première définition, le terme de situation est intéressant car il renvoie non pas à une action qui conduirait vers un danger potentiel, mais à un état de fait déjà présent. Une situation dite risquée peut donc obliger à passer à l'action pour faire en sorte que le risque inhérent à la situation disparaisse. On voit ici que l'action et le risque semblent indissociables, l'action étant soit génératrice de risques, soit nécessaire pour éviter des risques. Une autre définition nous dit ceci. Éventualité d'un événement futur, incertain ou d'un terme indéterminé, ne dépendant pas exclusivement de la volonté des parties et pouvant causer la perte d'un objet ou tout autre dommage. On retrouve dans cette définition l'idée que la prévision de la survenue de l'événement n'est que partielle. Quand on précise que cette éventualité ne dépend pas uniquement des parties,
Cela revient à affirmer que la prédiction de cette éventualité n'est pas possible. En d'autres termes, face à certains risques, notre compréhension a quelque chose d'anxiogène. On connaît sa dimension de possible, qui le rend encore irréel à ce moment-là, sans pour autant être certain de sa concrétisation dans la réalité, ni du moment de sa concrétisation si elle doit avoir lieu. Pour résumer, on comprend à travers cette courte exégèse que le risque se rapporte à deux questions qui ont de tout temps été problématiques pour l'humain. D'une part, la dangerosité du réel, d'autre part, l'incertitude contenue dans l'avenir. Et on peut simplement se demander si le recours à la notion de risque n'est pas une manière particulière d'appréhender ces deux questions qui, bien que distinctes, se posent souvent sous une forme cumulée. Cette appréhension en est peut-être la version la plus rationnelle en étant celle qui cherche à s'appuyer sur une évaluation du risque par la raison. Ces définitions indiquent ce qui distingue le risque du simple danger. Disons qu'un danger n'est qu'une partie du risque, nécessaire et insuffisante pour le définir complètement. Le risque se situe dans la relation particulière et complexe qui relie un humain ou un groupe d'humains à un danger précis. Un risque est donc la prise en compte d'un danger avant toute action. Il correspond à la place qu'occupe un danger au sein d'une conscience agissante. Ainsi, le risque survient lorsqu'on entreprend une action et que l'on cherche à évaluer la probabilité de sa réussite et le degré de péril qu'elle contient. En tant qu'éventualité, le risque oblige d'abord à une position de scepticisme, le temps que la pensée produise une évaluation. Les deux définitions évoquent l'une et l'autre une difficulté à prédire. Or, cette prédiction complexe mérite d'être précisée. En effet, l'évaluation d'un risque a en réalité deux dimensions qui fonctionnent comme un ratio. Ces deux variables sont d'une part l'importance du dommage potentiel et d'autre part la probabilité pour que l'événement dommageable surgisse. Ce calcul, on le fait dans la vie de tous les jours. Deux cas types peuvent se présenter à nous. Nous sommes parfois confrontés à une situation incertaine dont la potentialité de dommage est faible. Dans ce cas, même si la probabilité d'actualisation est importante, on va quand même entreprendre l'action que l'on a choisi de mener car il y a peu d'enjeux. Exemple, je prends ma voiture même si je sais que j'ai de fortes chances de rester coincé dans un bouchon. En revanche, une situation où le dommage possible est important, pour ne pas dire vital, même si la probabilité d'actualisation est faible, cette situation devient plus complexe à appréhender. Pour prendre un exemple concret, on peut évoquer l'alpinisme. En montagne, il arrive en effet fréquemment que l'on se retrouve confronté à une situation dont l'enjeu est vital, avec un temps relativement court pour décider de ce que l'on doit faire. Les enjeux et les problèmes. Donc, les caractéristiques qu'on a dégagées par cette exploration sémantique vont nous permettre d'analyser certains enjeux très concrets que contient la notion de risque. Tout d'abord, à une échelle existentielle, on comprend qu'un risque est ce qui surgit dès lors que l'on cherche à contrôler son existence et que ces volontés de contrôle viennent buter sur des incertitudes. Or, cette volonté de contrôler un tant soit peu sa vie est un trait commun à tout humain. À partir de là, on peut estimer que le risque est consubstantiel au simple fait d'être présent au monde. Étant ainsi une donnée nécessaire de l'existence, nécessaire au sens d'inévitable, on peut se demander quel rôle jouent les risques dans le devenir de chacun. Dans quelle mesure ils participent à la construction d'un individu, à l'amour qu'il peut porter à la vie. L'éthologie comparative indique qu'une alternance entre sécurité et insécurité contribue à modifier le comportement et à améliorer son adaptation au réel. Pardon, éthologie, peut-être, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'étude du comportement animal. Ça vient. Il y a une diapo qui explique. Merci. Indique qu'une alternance entre sécurité et insécurité contribue à modifier le comportement et à améliorer son adaptation au réel. Donc je cite l'éthologue Konrad Lorenz. Toute nouvelle plasticité du comportement n'a été acquise qu'au prix d'une nécessaire négation de certains degrés de sécurité.
La question qui suit est comment s'insèrent ces moments vertueux d'insécurité dans la vie collective. Donc là, on en vient aux enjeux sociétaux inhérents au risque. Dans quelle mesure un risque est-il un problème à l'échelle politique? Si le risque n'est pas totalement prévisible, c'est qu'il ne s'inscrit pas dans une répétition déjà observée et confirmée. Il est l'événement accidentel, au sens le plus littéral du terme. C'est-à-dire qu'il échappe aux régularités telles qu'elles sont définies par le niveau de connaissance du moment. Comme on l'a vu précédemment, l'imprévisibilité d'un risque génère d'abord un sentiment d'insécurité. Et c'est sur cette notion d'insécurité que nous allons nous attarder maintenant. Car cette question nous entraîne vers la prise en charge de la sécurité telle qu'elle fonctionne dans les sociétés modernes. En tant que fonction régalienne de l'État, la sécurité est au cœur de la plupart des régimes politiques à l'occidental. Cela s'explique en partie par le fait que ces régimes se sont historiquement construits selon le principe du contrat social. Les contractualistes, autrement dit les premiers penseurs de ce contrat, tels Hobbes ou Rousseau, sont partis dans leur réflexion sur l'idée d'un droit à la sécurité en le considérant comme un droit naturel. Pour ce faire, il fallait théoriser un système qui préserve chaque individu de la loi du plus fort et ainsi qui permette de réguler les comportements au sein d'une communauté humaine constituée. On peut citer un exemple, un extrait du contrat social de Rousseau pour expliciter ça. Et puis il dirait que c'est vraiment la sortie de l'état de nature aussi. L'état de nature qui est l'état de confrontation de l'homme est un loup pour l'homme, état de guerre un peu de tous, et que voilà. Donc là c'est un extrait du contrat social du chapitre 6 du pacte social, donc, qui est le texte le plus célèbre de Rousseau à ce sujet. Donc, c'est Rousseau qui parle. Je suppose les hommes parvenus à ce point où les obstacles qui nuisent à leur conservation dans l'état de nature l'emportent par leur résistance sur les forces que chaque individu peut employer pour se maintenir dans cet état. Alors cet état primitif ne peut plus subsister, et le genre humain périrait s'il ne changeait sa manière d'être. Or, comme les hommes ne peuvent engendrer de nouvelles forces, mais seulement unir et diriger celles qui existent, ils n'ont plus d'autre moyen pour se conserver que de former par agrégation une somme de forces qui puisse l'emporter sur la résistance, de les mettre en jeu par un seul mobile et de les faire agir de concert. Cette somme de forces ne peut naître que du concours de plusieurs, mais la force et la liberté de chaque homme étant les premiers instruments de sa conservation, comment les engage-t-il sans se nuire et sans négliger les soins qu'il se doit? Cette difficulté, ramenée à mon sujet, peut s'énoncer en ces termes. Trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Tel est le problème fondamental dont le contrat social donne la solution. Ainsi donc est venu le concept de contrat social qui repose sur une alliance consentie, on l'a entendu, entre les individus, c'est-à-dire décidée par ce que Rousseau a appelé la volonté générale. Souscrire à ce contrat signifie pour chaque membre de confier sa sécurité à une instance supérieure, l'État en l'occurrence, qui pour garantir cette sécurité va appliquer les lois décidées par tous, et ces lois doivent s'appliquer de la même manière à tous les individus sans aucune différenciation. Pour résumer, on peut dire que l'un des objectifs d'un contrat social est de garantir une égalité la plus parfaite qui soit devant l'insécurité. Ainsi, en tant qu'événement suscitant de l'insécurité, un risque est ce qui vient contrarier dans son principe même tout contrat social. Cela pose un certain nombre de questions. Dans quelle mesure une collectivité peut-elle accepter qu'un individu prenne volontairement des risques? Jusqu'où la fonction régalienne du maintien de la sécurité, qui revient à un État, peut s'immiscer dans la sphère privée d'un individu? Et quel que soit le nom qu'on donne à la part imprévisible d'un risque, hasard, fatalité ou destin, est-il souhaitable d'attendre d'un État qu'il éradique tout hasard? Et quelle incidence peut avoir ce type de démarche sur les libertés individuelles? Pour tenter de répondre à ces questions, on va faire rentrer en résonance deux articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Ce texte, même s'il a été amendé par la suite, reste le premier du genre qui a été directement inspiré par la théorie du contrat social. D'aucuns ont prétendu que Robespierre avait toujours sur lui un exemplaire du contrat social de Rousseau. Quoi qu'il en soit, ces deux articles qui se suivent ont pour objet de délimiter la liberté de chacun pour que le contrat puisse fonctionner. Article 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Bon, cet article 4 donne une définition de la liberté que l'on énonce souvent sous une formule un peu plus populaire. La liberté de l'un doit s'arrêter là où commence celle de l'autre. On comprend que chaque individu peut agir à sa guise tant que son action n'empiète pas sur celle d'autrui. Ici, l'individu est pris indépendamment du groupe auquel il appartient. Cet article s'attache à réguler surtout des comportements interpersonnels. Il invite chaque individu à articuler sa propre liberté sur celle de ses congénères. L'article 5. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. Donc, afin que ce soit clair pour tout le monde, il faut préciser l'usage du verbe « défendre » dans l'article 5, qui doit être entendu évidemment comme interdire et non comme soutenir, qui sera plutôt son contraire. Donc ce texte a été réalisé en 1789 avec la langue de l'époque. Même si l'article semble aller dans le même sens que le précédent, la première phrase introduit une contradiction. En effet, elle situe l'individu par rapport à la collectivité et non plus par rapport à ses congénères. Pourquoi ces deux articles sont en tension l'un avec l'autre? Le premier soutient la liberté d'action individuelle tant qu'elle n'a pas d'incidence nuisible sur les autres individus. L'autre interdit ce qui peut être mauvais pour l'ensemble de la société. Prenons l'exemple du port de la ceinture de sécurité en voiture qui, selon le droit positif actuel, est obligatoire. Cet exemple révèle assez justement la tension qu'il y a entre ces deux articles. La loi qui oblige à porter sa ceinture répond à l'article 5, en considérant qu'un accident de la route représente un dommage pour la société. En effet, le bilan annuel du nombre de morts sur les routes est toujours présenté comme un préjudice à la nation. Si on s'affranchit de toute hypocrisie, on peut remarquer que l'individu est réduit ici à une simple variable numéraire au service d'une statistique. Mais cette loi trouve sa justification dans le fait que les accidentés sont pris en charge par la société et que leur accident a un coût qui est assumé par le système de santé collectif. Soit. Mais on doit aussi comprendre que dans l'article 5, l'individu en tant qu'individu perd ici certains droits au simple motif qu'il appartient à une société. En tant que membre du groupe, on lui assigne des devoirs qui doivent l'empêcher d'agir de telle ou telle manière. On peut admettre que les devoirs répondent au principe d'adhésion à tout contrat social qui met en balance des droits et des devoirs et ainsi règle les comportements en vue d'assurer le bon fonctionnement du vivre ensemble. Mais ici, ce qui est remis en question, c'est la libre disposition de soi. En l'occurrence, on retire aux individus le droit d'accepter un risque, alors même que cette acceptation du risque ne porte en elle aucune potentialité de préjudice direct à autrui. En résumé, l'article 4 reconnaît une individualité au sujet, c'est-à-dire une existence indépendante de toute appartenance à un groupe social. L'article 5, lui, récuse cette partie de l'existence en réduisant un individu aux droits et aux devoirs qui le relient au groupe auquel il appartient. Il est avant toute chose membre de ce groupe et à ce titre, il a des devoirs envers lui, même si ces devoirs sont susceptibles d'aller à l'encontre de sa liberté individuelle. On remarquera que ces deux articles mettent en opposition la part d'hommes et la part de citoyens qui existent pour un seul et même individu. Et que l'article 5 prohibe une prise de risque individuelle, c'est-à-dire une mise en danger de soi. On comprend ainsi pourquoi une activité à risque comme l'alpinisme reste problématique pour une collectivité qui a toujours pour finalité d'assurer la sécurité de ses membres. Ainsi, on a vu
que le contrat social met en balance la sécurité et la liberté en cherchant à les mettre en équilibre. Alors que le risque est à la croisée de ces deux notions, sécurité et liberté, il n'est pas explicitement employé dans les termes du dit contrat. Le mot risque a vu sa généralisation dans un thème autre que celui du contrat social, et c'est ce thème qu'on va aborder maintenant. Donc l'introduction généralisée du mot risque dans le langage. Force est de constater que l'usage du vocable risque connaît aujourd'hui un vif succès. D'où vient ce succès? L'usage répété d'un mot est parfois l'effet d'une mode passagère, parfois il révèle un changement d'état d'esprit plus profond qui touche l'ensemble d'une société. Il est probable que la notion de risque fasse partie de cela. Au milieu du XXe, le philosophe John Austin, en analysant le langage, s'est rendu compte que certaines paroles avaient pour fonction de changer le réel. Selon lui, un certain type de langage, qu'il a nommé performatif, a pour finalité de transformer le monde. Le terme de risque a peut-être aujourd'hui atteint cette puissance. Mais revenons plus en amont à la genèse du phénomène. Quand a-t-on commencé à employer le mot risque aussi régulièrement et pourquoi? Il est impossible de dater l'instant exact où le concept de risque est devenu omniprésent dans le langage. Au mieux, peut-on relever des conditions historiques, anthropologiques et politiques qui y ont contribué. Pour évoquer un contexte intellectuel propre à une époque, Michel Foucault a développé le concept d'épistémé. Il en donne une définition dans son ouvrage « Les mots et les choses ». Pour Foucault, on trouve dans le mouvement de l'histoire des contextes intellectuels différents, des modèles de pensée, si on veut parler plus simplement, qui sont propres à un espace-temps précis plus ou moins long. Ces contextes produisent des catégories de pensée qui organisent le regard sur le monde. Selon lui, on pourrait périodiser l'histoire en fonction de ces modèles de pensée qui règnent sur telle ou telle séquence historique. Pour illustrer ce qu'est un épistémé, je vais prendre un exemple simple qui montre comment une pratique particulière peut voir son statut changer selon l'époque et en fonction d'une croyance dominante. Durant la Grèce antique, la métaphysique régnante considérait que le monde n'avait pas été créé ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien, mais résultait de la mise en forme et en ordre d'une matière chaotique et préexistante. Cette information de la matière, au sens philosophique, qui était d'ordre divin, selon la pensée grecque, a donné lieu au cosmos, dont l'étymologie renvoie à une mise en ordre. On retrouve par exemple cette idée de mise en forme du cosmos dans le mot cosmétique, qui regroupe toute une famille de produits censés remettre de l'ordre sur les visages. Pendant cette même période, les sculpteurs, dont on peut apprécier encore aujourd'hui les œuvres, étaient assimilés de leur temps à des artisans, comme les menuisiers ou les cordonniers, dans la mesure où ils ne faisaient que donner une forme à une matière préexistante. Il faut attendre la Renaissance pour que les peintres et autres sculpteurs prennent l'appellation d'artiste et non plus d'artisan. L'artiste est un créateur, alors que l'artisan est celui qui pratique ni plus ni moins un travail manuel. Entre la Grèce antique et la Renaissance, le christianisme est passé par là, et avec lui, l'idée que Dieu a créé le monde ex nihilo. C'est ainsi que le sculpteur, à l'image d'un Dieu créateur et non plus organisateur, devient lui-même artiste et ainsi créateur de son œuvre. Sachant que le statut d'artisan et celui d'artiste ne sont pas exactement identiques, on voit à travers cet exemple comment un paradigme de pensée peut conditionner une manière de reconnaître tel ou tel métier, telle ou telle activité. Cette méthode de Foucault, dite foucaldienne, qui consiste à découper l'histoire en périodes en fonction du contexte intellectuel qui la domine, s'inscrit dans une conception particulière de l'histoire. En effet, elle suppose que l'histoire est discontinue, qu'elle passe par des étapes bien distinctes, avec des ruptures, des moments d'effondrement et de renaissance. Cette discontinuité signifie aussi que le mouvement général de l'histoire n'est pas dirigé vers un but précis,
comme le prétendent les théories qui, à l'inverse, assignent un sens à l'histoire. Alors que ces dernières se représentent le temps sous une forme linéaire, ce que les physiciens appellent la flèche du temps, le temps des discontinuistes avance selon des cycles réglés sur le modèle de la génération. Le discontinuisme tel que celui de Foucault est aussi plus relativiste par rapport à l'idée de progrès, en constatant que jusqu'à maintenant, toutes les civilisations qui se sont constituées sont nées, ont vécu, pour ensuite disparaître. Elle considère ainsi que l'histoire peut connaître des moments de régression, notamment sur le plan moral. Mais pour revenir sur le thème du risque qui nous occupe ici, il semble donc difficile de dater avec précision l'instant exact où un changement de paradigme a facilité l'apparition du risque dans le langage. Paradigme, c'est les modèles. On peut simplement remarquer qu'il y a eu un moment dans l'histoire où est apparue toute une littérature critique à propos de la technique et qui l'a sans doute favorisée. Ces livres de réflexion ont cherché à comprendre l'incidence de la technique sur la condition humaine et en ont identifié des dangers réels et potentiels. Cette critique de la technique a trouvé notamment sa justification définitive avec la découverte de la puissance nucléaire qui a profondément modifié l'équilibre du monde. La récupération et l'exploitation de la fission de l'atome s'est très vite révélée comme une potentialité de destruction jusqu'alors inégalée. Pour évoquer cette littérature critique à propos de la technique, nous allons citer ici deux auteurs qui ont contribué à ce que la notion de risque trouve une place centrale dans les préoccupations humaines. Donc on va évoquer le risque technologique. Donc tout d'abord, on peut citer un sociologue allemand qui a développé une réflexion abordant le monde sous l'angle du risque. Il s'agit de Ulrich Beck, qui en 1986 a écrit La Société du risque. Dans ce livre, Beck met en avant le fait que le monde actuel, le monde mondialisé, a en partage non plus seulement des richesses ou une paix à maintenir, mais aussi et surtout des risques liés à la société industrielle. Ironie de l'histoire, son livre est publié quelques mois avant un événement qui est survenu comme une illustration de sa théorie. La catastrophe de Tchernobyl et son fameux nuage magique, celui qui, on s'en souvient, sait reconnaître les frontières et s'y arrêter comme bon lui semble. Selon Beck, nous entrons dans une nouvelle ère qu'il appelle la postmodernité et dont il tente de dessiner les contours et en définir les caractéristiques. Pour lui, la postmodernité est une modernité qui a atteint un stade où elle ne se construit plus en se référant à son contraire qui l'a précédée. Je cite Beck. Aujourd'hui, au tournant du XXIe siècle, la modernité a détruit son contraire, elle l'a perdu. Et c'est à elle-même qu'elle s'en prend, aux prémices et principes de fonctionnement de la société industrielle. Fin de citation. En effet, la modernité occidentale s'est faite en opposition avec le modèle féodal qui l'a précédé, un système de domination justifié par une pensée religieuse. C'est ainsi que la modernité, projet politique adossé à l'idée de progrès, et la production industrielle ne faisaient qu'un au début du XIXe. Pour Beck, ces deux projets tendent à se séparer au point de rentrer en opposition, et c'est cette séparation qui serait constitutive de ce qu'on désigne par postmodernité. Au cœur de cette scission, on trouve les risques réels et potentiels que font courir l'ensemble de l'activité industrielle, ainsi que les innovations technologiques. Leur identification a entraîné, selon Beck, la modernité dans une démarche de réflexivité qui n'est ni plus ni moins qu'une logique d'autocritique. L'autre point qu'aborde Beck est l'évolution de la relation qu'entretient l'humain avec la nature. Comme chacun le sait, cette relation fait de l'humain un animal particulier au sens où il est, pour ainsi dire, le seul à adapter son environnement à lui, alors que toutes les autres espèces vivantes font l'inverse, en survivant grâce à une adaptation à leur environnement. Si on prend du recul, on se rend compte que cet aménagement forcé de la nature a toujours généré en soi des dangers. Dans son souci de survie, souci instinctif propre à toutes les espèces vivantes,
l'humain a dû apprendre à se protéger des menaces que représente la nature à laquelle il appartient originellement. Sa volonté d'organiser sa vie en vue de contrôler la nature pour mieux s'en protéger ne date pas d'hier. Et cette organisation a très tôt généré des risques dont les causes échappaient aux premiers hommes. Ce fait est par exemple attesté par la paléontologie lorsqu'elle nous dit avoir trouvé des traces d'épidémies de rougeole sur des sites archéologiques. D'après ces prélèvements, ces épidémies sont dues à une promiscuité trop importante avec des animaux domestiqués et ont donc touché les premiers sédentaires qui ont pratiqué l'élevage. Les effets néfastes et incompris d'une tentative de domestication de la nature a duré jusqu'à ce qu'on rentre dans l'ère de la modernité. Et c'est ainsi qu'est arrivée la première modernité qui s'est construite sur le mythe du contrôle intégral de la nature, fondée sur une séparation nette entre l'humain et elle. Mais la puissance démultipliée de la nature par l'humain fait qu'il est redevenu un être immergé en elle. Pour Beck, l'image du nuage radioactif de Tchernobyl incarne cette nouvelle donne. Un nuage qui reste un phénomène naturel, en devenant radioactif, a dépassé la capacité pour l'homme de s'en prémunir. Le second auteur à avoir réfléchi sur la dangerosité de la technologie est Hans Jonas, qui a écrit en 1979 le principe responsabilité. On doit se souvenir que la réflexion de Jonas a servi de socle théorique pour l'élaboration et son inscription dans la loi du principe de précaution, dont je rappellerai une définition plus loin. En philosophe, Jonas a pris le problème sous un angle moral. Brièvement, Jonas considère que compte tenu de la potentialité destructrice des progrès technologiques, il faut repenser la morale dans des termes qui prennent en compte des êtres qui n'existent pas encore. Jonas considère que les vivants peuvent avoir des devoirs vis-à-vis des futurs vivants. Depuis l'Antiquité grecque, toutes les conceptions morales cherchaient à régler les comportements entre des individus déjà présents au monde, et ainsi se fondaient sur un principe de réciprocité. Avec Jonas, la recherche technologique et ses effets désormais irréversibles nous obligent à remettre en question cette idée de réciprocité. Les conséquences néfastes peuvent être différées et irréversibles au point de concerner des humains qui n'existent pas encore. Il propose donc une sorte de pari pascalien, non pas par rapport à un au-delà, comme Pascal, mais à l'égard de la pérennité de la vie terrestre. En l'occurrence, une vie vertueuse est celle où on s'interdit d'agir si les effets de cette action sont susceptibles d'hypothéquer la possibilité de vivre sur Terre dans le futur. C'est dans cette idée que s'inscrit le principe de précaution, dont voici un énoncé. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement. Ainsi, Jonas préconise la peur comme boussole pour la recherche technoscientifique, peur qu'il a baptisée peur heuristique. Selon lui, si la peur au cours d'une recherche scientifique ou technologique prend trop d'ampleur, elle doit interdire de poursuivre la dite recherche. Pour Jonas, et en résumé, il convient de s'abstenir d'agir dès lors que les perspectives d'une recherche présentent des dangers trop importants, en l'occurrence ceux qui peuvent mettre en péril les conditions permettant la vie sur Terre. Je cite Jonas, « L'avenir de l'humanité est la première obligation du comportement collectif humain à l'âge de la civilisation technique devenue toute puissante. » Il est clair, par exemple, que si on plaque rétrospectivement la réflexion de Jonas sur la question du nucléaire, la recherche en la matière, je peux dire, aurait dû être soit arrêtée en cours de route, soit n'avoir jamais été démarrée. Donc certaines objections ont été formulées contre la pensée de Jonas. D'abord sur la peur, dite heuristique. Il est difficilement concevable que la peur puisse être une alliée fiable à la rationalité. En d'autres termes, en tant que sentiment, voire émotion subjective, comment la peur peut-elle servir de repère systématique dans une action?
Et en d'autres termes, quelle est la part de rationalité d'une peur? Autre question, est-ce toujours pertinent de se représenter l'avenir, surtout l'avenir lointain, à l'aune de ce qui compose le présent? Et la mise en œuvre d'actions en vue de préserver l'avenir ne risque-t-elle pas de se faire au détriment du présent? Donc, on a vu avec ces deux auteurs, Jonas et Beck, dont les œuvres ont fait date, comment l'idée de risque a pris une tournure très repoussante au sein de nos sociétés occidentales. Ainsi, au sein de l'épistémie actuelle, le risque tient une place prépondérante et cela contribue à ce que s'instaure une morale de la sécurité de plus en plus rigide. Toute activité est désormais vue avant tout sous l'angle de la dangerosité. Or, comme on l'a vu, le risque choisi permet de se construire en tant qu'individu. Et pour évoquer une action où le risque tient une place, un rôle important, nous allons évoquer l'alpinisme. Alors, pour évoquer l'alpinisme, je vais commencer par parler de ce qu'on peut appeler son acte de naissance. Et encore une fois, d'analyser l'épistémé dans lequel cet acte a eu lieu. Ouais, contexte intellectuel, donc l'épistémé, quel est le contexte intellectuel qui régnait au moment où l'alpinisme est né? Donc il faut déjà arrêter un acte de naissance, une date de début. Donc la plupart des historiens d'alpinisme prennent le parti de considérer la première ascension du Mont Blanc de 1786 comme l'acte de naissance de l'alpinisme. Même s'il y a eu avant cette date d'autres ascensions clairement recensées, on doit reconnaître que le Mont Blanc a été le point de départ d'un engouement collectif pour cette pratique. À partir de l'ascension réalisée par Paccard et Balma, l'alpinisme est devenu un fait authentiquement culturel, avec tout ce que peut induire cette expression. Pour mieux saisir l'importance de cette ascension inaugurale, il faut d'abord comprendre comment elle a pu être envisagée. Pour ça, on doit examiner le contexte intellectuel donc, dans lequel elle s'est réalisée. En fait, ce contexte particulier se définit comme un point de rencontre entre deux courants qui sont a priori antinomiques. Il s'agit d'un côté du scientisme et de l'autre du romantisme. Et si on réfléchit bien, ces deux manières d'approcher la montagne, et sur lesquelles on va s'attarder un instant, continuent encore aujourd'hui à coexister au sein de la pratique. Je vais les développer en passant par le sublime qui semble être leur point commun. Tout d'abord, le scientisme. On peut définir le scientisme comme une sorte de foi en la science et qui considère que seule la démonstration scientifique est légitime pour expliquer la réalité. 1786, donc, date de la première ascension du Mont Blanc, se situe à la fin du siècle des Lumières. Même si on peut estimer que le scientisme est déjà présent en germe dans une pensée comme celle de Platon, il faut reconnaître que le XVIIIe siècle a été décisif pour l'avènement de la science en Europe. Sans mettre fin totalement à l'hégémonie religieuse sur le savoir qui a régné durant le Moyen-Âge, on peut dire que le XVIIIe a vu à l'œuvre la science prendre le dessus sur les consciences. Cela s'est traduit notamment par une séparation entre les différents domaines de savoir, ce qui a préparé la spécialisation des sciences qui a caractérisé le siècle suivant. Pour ce qui est de la montagne, le regard scientifique sur elle a supplanté la représentation religieuse qui jusque-là était dominante. La science a permis de se défaire de toute une série de croyances superstitieuses qui considéraient les montagnes comme des lieux maudits, animés par les pires intentions. Et sans doute peut-on se demander si la notion de risque ne surgit pas à ce moment-là, lorsque l'on commence à s'interroger sur la dangerosité d'une activité sans recourir à aucune pensée magique. Cette analyse n'est que rétrospective car rien ne vient attester que les protagonistes de l'époque en étaient clairement conscients. Même Saussure, le scientifique qui a commandité l'ascension du Mont Blanc et qui en fera personnellement la troisième en 1787, l'année suivante, n'évoque pas, à ma connaissance, une prise de risque dans le fait de s'aventurer dans le monde de l'altitude. Il aborde la montagne comme un scientifique, c'est-à-dire qu'il la réduit à un objet d'étude.
Son approche est rationnelle et lui permet d'envisager la possibilité de gravir le Mont Blanc, mais pour autant, il en ignore encore les mécanismes de ces dangers. Ces dangers vont être découverts par les premiers grimpeurs au fur et à mesure des diverses tentatives. Quand on lit les récits des premières incursions sur les pentes du Mont Blanc, qui ont commencé environ 25 ans avant la réussite du sommet en 1786, on réalise que la prise en compte des difficultés posées par la montagne s'est faite progressivement et empiriquement. Parmi elles, on peut citer l'ophtalmie des neiges, chute en crevasse, mal aiguë des montagnes. En bref, même si c'est l'esprit scientifique qui a permis à l'humain de s'aventurer sur les hauts sommets, c'est par le corps qu'il va découvrir la réalité de ce qu'ils sont. Et c'est dans ce rapport entre le corps et la montagne que s'exprime l'esprit romantique. Mais avant de l'aborder, il faut faire un léger détour par le sublime. Ce changement de regard sur la montagne est contemporain de l'apparition de l'idée de sublime. En effet, des philosophes comme Burke puis Kant vont théoriser une nouvelle catégorie esthétique qui est le sublime et qui se distingue du beau. Alors que le beau renvoie à une sensation de plaisir devant un agencement fixe et harmonieux, le sublime, lui, résulte du spectacle de la nature en mouvement. Et la sensation que procure le sublime n'est pas exactement un plaisir du même ordre que celui suscité par le beau. Dans le sublime provoqué par l'observation du déchaînement de la mer sur un littoral, par exemple, on est traversé par un sentiment double où se mêlent une fascination et un effroi. Avec le sublime, l'esprit reçoit une émotion que Kant compare dans sa critique de la faculté de juger, je cite, à un ébranlement, c'est-à-dire à une rapide alternance de répulsion et d'attraction face au même objet. L'effroi du sublime provient de la sensation de petitesse face à une nature en mouvement. Cette analyse psychologique du sublime qui met en avant ce rapport particulier à la nature permet d'effectuer un rapprochement avec le romantisme, et c'est sur ce thème que je vais terminer mon exposé. C'est en effet aussi durant ce XVIIIe siècle que l'on trouve des récits faisant l'éloge de la marche en pleine nature. Avec des écrivains comme Rousseau, on trouve une pensée qui défend l'homme vivant au contact direct de la nature et qui, ce faisant, entretient une certaine pureté d'âme. Par cette idéalisation de la nature, Rousseau dénonce les travers de la vie citadine et sa promiscuité avec, en premier chef, l'amour-propre et l'hypocrisie qu'elle impose entre les êtres. Ces premières considérations vantant les vertus d'une vie proche de la nature signent le début du courant romantique. Il est ainsi né en partie une réaction face à l'esprit scientifique des Lumières qui considère que seule la raison peut mener à des vérités éternelles. Avec le romantisme, c'est le sentiment qui prévaut sur la raison. Et la confrontation à la nature permet de vivre le sentiment particulier de l'infini. Par son gigantisme, la nature produit chez l'homme un sentiment d'écrasement et en même temps, elle lui donne l'impression de participer à la nature. L'environnement alpin semble d'ailleurs avoir eu sa part d'influence dans la constitution de la pensée romantique. Un poème du médecin et botaniste Albrecht von Haller, intitulé « Les Alpes » et composé en 1729, joua un rôle prépondérant dans la redéfinition du rapport entre l'homme et la nature. En vantant poétiquement la majesté des montagnes et l'honnête simplicité de leurs habitants vis-à-vis de la corruption des citadins, sans le savoir, Haller engagea un mouvement de fond qui influença considérablement cette transformation culturelle. Et c'est donc à la faveur de cet élan romantique que l'alpinisme a pu connaître son engouement, qui reste encore de nos jours bien vivace. Pour conclure, on peut dire qu'il existe deux archétypes de risques que l'on peut rencontrer. D'un côté, les risques que l'on subit sans avoir choisi de les prendre, et de l'autre, ceux que l'on choisit de prendre sans qu'il y ait eu aucune soumission.
La nouvelle morale de la sécurité tend à confondre les deux et montre le monde exclusivement sous l'angle de sa dangerosité. Elle en est venue à vouloir protéger les individus contre eux-mêmes au point de les infantiliser un peu plus chaque jour et ainsi de leur faire perdre leur autonomie. Et il n'est pas certain que cette privation d'autonomie conduise à une vie plus harmonieuse entre les êtres. Je voudrais clore cette intervention par un hommage. Je souhaite saluer ce soir la mémoire de Clément Rosset, grand philosophe français qui nous a quittés à la fin du mois de mars dernier. Il se fait que depuis 4 ans maintenant, je mène un travail de thèse qui porte précisément sur l'ensemble de sa pensée. Rosset a principalement travaillé sur le tragique, la joie et tous les stratagèmes d'illusion auxquels nous recourons pour éviter de se confronter au réel lorsque celui-ci devient trop indésirable. Au fur et à mesure que j'avance dans mon travail, je réalise qu'il y a beaucoup de points communs entre le risque et le tragique, qui est le point de départ de toute la philosophie de Rosset. Pour lui, le tragique fait partie intégrante de l'existence, et c'est le déni de cette réalité cruelle qui pousse à s'inventer une fausse représentation du réel plus rassurante. Lire Rosset permet également de comprendre que ce déni du tragique conduit aussi à adhérer à toutes sortes d'idéologies qui invitent à détester sans réserve et à tout moment le réel tel qu'il est. Je vous remercie.